Donc, je vais commencer par me présenter. Sacha Stolov, je suis professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et c'est un immense plaisir pour moi d'animer cette conférence qui s'avère être un souffle nouveau dans nos traditions en recherche. Donc, c'était important d'avoir ce genre de regard sur les approches qu'on peut utiliser. Et dans cette optique-là, j'ai le plaisir de vous présenter 4 chercheurs qui sont affiliés à la Haute École pédagogique du canton de Vaud, à Lausanne. Donc, Delphine Audier-Gage, Lisa Lefebvre, Floriane Moulin et Rashmi Rangarajan. Donc, elles sont engagées dans des travaux interdisciplinaires autour de l'éducation inclusive, de la participation et du bien-être des élèves. Elles collaborent tout au sein d'un projet de recherche subventionné par le Fonds national suisse et c'est co-dirigé par Delphine Audier-Gage et Céline Chatenou, qui porte sur la transition des jeunes enfants ayant des besoins éducatifs particuliers vers l'école. Et ce qui les réunit donc dans cet engagement pour des pédagogies inclusives, c'est l'usage de méthodes de recherche qualitatives qui soient créatives et participatives. Donc aujourd'hui, elles présenteront les méthodes de recherche créatives utilisées dans le cadre d'un de leurs projets sur la transition scolaire. Donc, au niveau de l'organisation, on va avoir une présentation d'une trentaine de minutes et ensuite le reste du temps, elle hoche de la tête, ça peut déborder un petit peu, 30 à 40 minutes. Et le restant du temps que nous allons avoir jusqu'à 13 heures va être l'occasion de poser les questions pour pouvoir éclaircir, confirmer ou questionner. Donc, pour cette phase de questions, je vous proposerai d'intégrer vos questions dans le chat ou le clavardage et je pourrai le lire aux conférencières pour qu'elles puissent y répondre à tour de rôle. Donc, sans plus attendre, je vais leur laisser la parole pour cette précieuse présentation. Un énorme merci à vous d'être présente aujourd'hui. Un énorme merci à ceux qui ont participé à cette présentation et qui sont venus en grand nombre. Et bien sûr au CRIFPE pour nous permettre d'organiser ce genre d'événement qui a toujours son énorme potentiel. Donc sans attendre, je vous passe la parole, mesdames. Merci. Eh bien, merci Sacha, merci à toute l'équipe du CRIFP pour nous avoir donné cette possibilité d'être avec vous ce soir. Donc, je suis Delphine. À ma gauche, il y a Floriane. Et à ma droite, Jashmi. Et nous avons Lisa qui nous suit à distance et dont vous entendrez la voix aussi dans la présentation. Donc, vous pouvez déjà constater qu'entre le titre annoncé et celui qu'on a mis maintenant là sur la slide, il y a une petite différence. On pensait vous parler de méthodologie, mais nous allons centrer notre propos sur les méthodes créatives. Je vais y revenir tout de suite. Alors, tout qu'on va enclencher. On va vous faire une présentation à plusieurs voix et en 5 temps. Donc, je vais commencer pour vous faire un bref aperçu des méthodes de recherche créative et surtout clarifier un certain nombre de termes et vous parler un petit peu aussi des différents types qui existent, des enjeux et des intérêts. Très rapidement, je vous parlerai de cette recherche donc sur la transition des jeunes enfants qu'évoquait Sacha à l'instant. Nous ne vous donnerons pas du tout les résultats de la recherche, mais on utilisera juste la recherche pour vous montrer des exemples de la manière dont nous avons utilisé les méthodes créatives dans cette recherche. Ensuite, Floriane déroulera le premier exemple autour de la collecte des données avec des jeunes enfants de 4 ans. Et Lisa et Rashmi poursuivront avec un deuxième exemple qui est plus en lien avec l'analyse des données de méthodes créatives, en lien avec un focus group créatif qui a eu lieu aussi. Et puis, je conclurai rapidement sur 2-3 points qui seront peut-être plutôt des ouvertures à la discussion que vraiment une conclusion à ce stade-là. Alors, peut-être pour débuter, nous vous proposons de clarifier un certain nombre de termes. On peut considérer, là on va parler donc de méthode de recherche créative. La méthodologie est plus envisagée comme un cadre qui est un cadre assez large, qui est cohérent, qui est relié à toutes nos valeurs, à nos points de vue, nos croyances, etc. Et qui va guider les chercheurs dans les choix qu'il fait tout au long de sa recherche. Les méthodes sont plutôt considérées comme des outils que l'on va utiliser en tant que chercheur à différents niveaux.
pour penser la recherche, pour la collecter, pour l'analyser, pour rédiger, pour présenter aussi les résultats. Donc, en fait, on peut très bien utiliser un même outil. J'ai pris ici l'exemple de l'interview parce que je pense qu'on est tous familiers avec ce terme-là, mais avec des méthodologies qui sont différentes, par exemple, au sein d'une recherche participative ou une recherche ethnographique. Donc, aujourd'hui, nous allons vraiment plutôt parler de méthodes et donc de ces outils finalement qu'on peut utiliser. Un deuxième terme qui nous semble important de préciser, et ça c'était une gageure importante, c'est la question de la créativité. Alors, on ne va pas du tout faire un panorama aujourd'hui des différents aspects de la créativité, ce n'est pas l'enjeu, ça serait beaucoup trop long, mais au moins de poser deux, trois éléments qui vont nous permettre à cadrer un petit peu le propos de ce que vous allez voir après. Alors, une recherche créative, c'est vraiment on va dire une production créative qui vise à construire des nouvelles connaissances, comme dans toute recherche, avec cette particularité d'aller interroger, voire de perturber ou d'affiner des connaissances, mais avec un dispositif qui va permettre d'adapter un petit peu les conventions. Sacha l'évoquait tout à l'heure. Alors, les conventions dans un temps dans lequel on est aujourd'hui, on dit ça de cette approche-là, peut-être dans 10 ans, on n'aura plus le même propos. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça s'inscrit dans le monde social et que donc ça a un lien direct avec notre implication en tant que chercheur dans ce monde social. Le terme de créatif, on voulait insister sur deux, trois points ce soir, ou ce midi, ça dépend de quel côté vous êtes du monde. Alors, ça n'est pas un synonyme d'innovation forcément. Ça peut l'être, mais pas forcément. Et on a pensé important de signifier cet élément-là parce que très souvent, quand on parle de création, les gens ont une sorte d'appréhension vis-à-vis de ce terme important qui est parfois associé à l'innovation. C'est pas non plus réservé du tout à l'art ou aux sciences sociales. Aujourd'hui, nous allons vraiment vous en parler dans le cadre de l'éducation. Mais ça reste un terme qui est particulièrement complexe à définir, que nous n'allons pas définir dans le détail aujourd'hui, mais qu'on aimerait stabiliser par rapport à cette définition qui va faire du sens pour la suite. C'est un processus qui vise à créer quelque chose, on va dire, à partir d'éléments qui sont déjà existants, mais qu'on assemble d'une manière nouvelle. Et donc là, on se réfère à la proposition de MUNAF 2007 pour cet élément-là. Il y a des termes qui se juxtaposent très souvent, c'est la recherche-création et la méthodologie de recherche créative. Là encore, ça serait complexe de tout définir, mais pour qu'on s'entende bien sur les termes pour ce soir, ce midi, on vous propose quand même un petit parcours de ces éléments-là. La recherche-création, elle part vraiment des pratiques artistiques des personnes qui mettent en œuvre cette recherche et elle chemine vers des éléments de recherche. Tandis que quand on parle de méthode créative de recherche, ça veut dire qu'on part d'une recherche qui va utiliser une pratique créative à différents stades, un stade, plusieurs étapes du cycle de recherche. Ça peut être tout à fait au début, au moment où on réfléchit à sa recherche et on est en phase de réflexion, du design, par exemple. Ça peut être au niveau de la collecte de données, de l'analyse des données, de la restitution des données, pardon. Et donc, pour vous donner juste un exemple, dans un colloque en 2024 à Manchester, à propos de cette restitution des données, nous avons l'équipe quasi que vous avez ici, parler d'une portion de nos résultats au travers d'un e-poème, d'un poème que nous avons raconté à l'Assemblée, que nous avons déclamé à l'Assemblée. Donc, ce serait ce genre d'éléments en termes aussi de restitution. Puis, je vais vous donner d'autres exemples après. Tandis que la recherche-création, eh bien, elle est vraiment centrée sur cette pratique artistique et un petit peu à toutes les phases du cycle de recherche. Tandis que quand on parle vraiment de ces méthodes de recherche créative, ça peut être à toutes les phases ou à certaines d'entre elles seulement. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment illustrer la méthode créative à deux temps. Dans la collecte de données, ça va être Floriane qui fera ça avec l'approche mosaïque auprès des enfants, et puis l'analyse et la restitution avec Lisa et Rashmi dans un petit moment. Alors, pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, comme on sait que le PowerPoint le PDF va être diffusé, on a fait une slide pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur la recherche-création, parce que souvent, c'est des questions qu'on pose. Alors, on a ébauché deux, trois éléments dont vous pourrez prendre connaissance si vous voulez en savoir un peu plus. Mais nous, on va plutôt maintenant décliner deux, trois éléments sur les méthodes. Donc,
La première chose qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a un éventail très large d'approches par rapport à ces méthodes de recherche créative. Elles sont souvent basées sur l'art, mais elles ne sont pas uniquement basées sur l'art, et on va vous le préciser après. Mais il y a toujours cette idée transversale de venir perturber l'habitude, de susciter un changement par rapport à un état ou un statu quo qui est à l'heure actuelle dans l'environnement dans lequel on se situe, avec cette idée d'aller rechercher l'empathie des chercheurs, des participants, de multiples participants, et l'idée d'explorer finalement l'identité et l'engagement multiple et les formes d'engagement multiples que peuvent avoir les participants. Et on verra que justement, ça remet un petit peu différemment en perspective l'usage de la langue que nous utilisons là. On aurait pu le faire de façon créative, mais à distance, c'est un peu difficile, mais l'usage non exclusif de la parole, avec cette idée d'autonomisation, c'est-à-dire que les chercheurs puissent être partie prenante d'une recherche, mais aussi s'en écarter et transférer donc ces éléments-là, de démocratiser la recherche avec les participants et grâce aux participants. Alors, il existe différents types de méthodes de recherche créative. Vous avez ici dans le bas de la slide une référence à un site que vous allez pouvoir consulter, qui est une autre manière de le présenter. Vous verrez, c'est assez proche quand même de celle qu'on choisit aujourd'hui, qui est celle de Hélène Cara, dans un ouvrage de 2020. Elle a écrit plusieurs ouvrages avec quelques variantes, donc on se base sur celui de 2020 aujourd'hui. Mais vous verrez dans ce site, c'est une autre manière de les regrouper. On pourrait dire que finalement, il y a 5 grands types de méthodes. Ils ne sont pas exclusifs. On peut utiliser plusieurs de ces méthodes. Certaines sont basées sur les arts. Alors là, on parle de toutes sortes d'arts. Art visuel, art du spectacle, art textile, donc ça peut être du tricot, ça peut être tout un tas de choses. Ça serait par exemple faire une performance ou une lecture pour présenter des résultats, comme on évoquait tout à l'heure. Ça peut être utiliser la photographie pour collecter des données. On va vous montrer d'autres exemples tout à l'heure. Ça peut être une catégorie 2, ça serait les recherches qu'on appelle incarnées, donc c'est une traduction de l'anglais. Ça veut dire qu'il y a un lien immédiat et direct avec le corps, notamment lorsqu'il y a des thèmes qui ne peuvent pas être abordés sans une implication totale du corps, notamment lorsqu'on évoque des éléments tels que le toucher ou l'écoute dans les recherches. Une autre catégorie, ce sont toutes les recherches qui sont basées sur la technologie. Là aussi, c'est vu de façon très large. Ça veut dire des médias sociaux, des applications, des jeux, mais il y a même de la vidéo. Et par exemple, on pourrait très bien imaginer collecter des données sous forme d'un post ou de différents posts qu'on dépose sur des blogs. Ça pourrait être faire un podcast pour diffuser des données d'une recherche, par exemple. Donc ça, ce sont les 3 premières. Il nous en reste 2. Les catégories qui se regroupent sous la catégorie multimodale, c'est-à-dire c'est la manière d'agencer différentes méthodes qualitatives et quantitatives ou différentes méthodes qualitatives entre elles, par exemple, comme je vais vous montrer dans l'exemple qui suit. Par exemple, on pourrait combiner l'analyse thématique et l'analyse narrative et l'analyse de discours pour les mêmes données, pour avoir une multitude de perspectives sur ces mêmes données. Ça peut être par exemple aussi, pour collecter les données, utiliser des questionnaires, des interviews, la photo-éllicitation, le collage. Et là, on vous citerait, si vous voulez aller voir plus de choses à ce niveau, Dawn Manet, qui est une chercheure qui utilise beaucoup ces approches-là. Dernière catégorie, les approches transformatives, qui visent vraiment plus spécifiquement à aller questionner ou changer ce qui est de l'ordre d'un statu quo, on va dire, ou une position dominante dans la société au travers d'un agencement avec les recherches participatives, les recherches actions, les recherches communautaires. Et là, ça serait par exemple d'utiliser des histoires de vie ou la photographie. Si on regarde maintenant quels sont les intérêts de ces approches créatives. Alors, on se rend compte, et la littérature nous rend sensibles à plusieurs aspects, elles permettent véritablement de faciliter l'écoute de points de vue multiples pour une même personne ou multiples pour un groupe de personnes. Et ça améliore aussi, ça force, on va dire même, les chercheurs à rentrer dans un processus de réflexivité pour travailler au travers et grâce à ces différents points de vue qui sont aussi, elles-mêmes,
s'intégrant dans cette multiple perspective. Ça permet une vision beaucoup plus holistique des expériences des personnes, puisqu'elles sont regardées à partir de différents regards et différents points de vue, et elles vont venir questionner l'usage dominant que l'on a en recherche de la forme linguistique en proposant d'y associer des connaissances, des constructions de connaissances qui se décalent de la forme linguistique. Donc en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus du tout, ça veut dire qu'on va utiliser des formes linguistiques et non linguistiques. Ça va conduire finalement et forcer un petit peu la main à travailler sur un co-apprentissage, une co-élaboration de ce qui se passe, de la connaissance qui est en jeu, en visant toujours, comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'autonomisation des participants qui sont là. Ça va permettre d'avoir une implication pour les participants de différents types et de différents types qu'ils choisissent. Vous allez voir, on va vous le proposer tout à l'heure. Et donc, ça finalement augmente cette implication puisqu'on ne serait pas tous sensibles à partager nos connaissances ou à créer ensemble que par une forme. Et donc, ces approches-là vont proposer une multitude de formes. L'idée, c'est vraiment, au travers de tout ça, de positionner le participant comme expert et d'essayer de perturber un petit peu les hiérarchies et les relations de pouvoir. On sait qu'on ne peut pas les annihiler complètement ou les faire disparaître, mais en tout cas, ça nous permet d'y être plus sensibles et de chercher des moyens différents de les rendre plus horizontales. Tout ça dans cette idée d'une démocratisation du processus de recherche dans les communautés. Ça induit un certain nombre d'enjeux quand même, et c'est ce qu'on va essayer d'illustrer aujourd'hui. Des enjeux, bien sûr, cette relation de chercheurs-participants, puisqu'il va y avoir une multitude de participants, des connaissances de différents niveaux, et qu'il va falloir être très attentif à cette dynamique de pouvoir qui s'installe quand même, malgré tout. Des enjeux au niveau de la production des données, puisqu'elles sont de différentes formes, 2D, 3D, différents supports, audio, mouvements, images, etc., avec tous les enjeux que ça représente, parce que lorsqu'il y a des créations en 3 dimensions, derrière nous, vous en avez une, vous voyez que dès qu'elle passe à l'écran, ça devient de la 2 dimensions, et donc ça perd un certain sens, donc on y reviendra. Il y a tout un tas de questionnements autour de l'espace qu'il faut pour mettre en place ces dynamiques de création, du temps qu'il faut et du dialogue qui s'instaure entre ces différents types de matériaux et la voix, enfin, et les dialogues aussi linguistiques. Cela pose un certain nombre de questions autour de l'analyse des données. Comment faire pour analyser des données qui sont de différents ordres, de différentes modalités? Comment les archiver? Et comment en avoir une représentation qui n'est pas dénaturée par rapport à ce que les personnes ont créé. Ça pose enfin un dernier type d'enjeu, c'est celui des résultats, en termes de résultats. Comment rendre accessible tout ce matériel qui a été co-créé par des personnes, leur redonner une accessibilité, mais aussi donner une accessibilité aux personnes qui n'ont pas participé à ce processus de création et qui n'ont pas co-développé ces ressources. Donc, il y a cette question d'accessibilité qui reste un enjeu fort et celui de la mobilisation des connaissances. Parce qu'il s'agit ni d'un côté d'avoir des connaissances venant du monde académique qui soient simplifiées à outrance. Il faut toujours travailler sur cette complexité, mais à la fois s'assurer que la complexité du monde social qui est représentée et des connaissances qui sont montées, co-créées, et rendues visibles par les participants, soient elles aussi rendues dans leur complexité. Donc, il y a tous ces enjeux qui sont en lien. Nous avons écrit avec Céline Chatenoux récemment, on pourrait le mettre en lien aussi, un article sur cette manière de mobiliser les connaissances dans les approches participatives au travers d'un modèle qui s'appelle le Sunshine Model, qui pourrait donner à questionner aussi certains éléments. Donc, on a essayé pour la suite de notre présentation de faire une visualisation comme ça des différents éléments. Donc, en bleu, vous avez les types de méthodes qu'on vient d'évoquer. Vous avez les intérêts de ces méthodes de recherche créative, avec un petit peu les visées en termes de co-apprentissage, de compréhension plus holistique. Et puis, les enjeux, les 4 enjeux que j'ai très rapidement évoqués ici. Et puis, nous allons, au fur et à mesure des 2 exemples que nous allons prendre, eh bien, vous montrer comment on met une focale sur un endroit, plusieurs endroits, et comment ça se décline au travers des 2 exemples qu'on va vous proposer. Alors, ces 2 exemples, ils vont être issus d'une recherche qui est en cours sur la transition des jeunes enfants ayant des besoins éducatifs particuliers vers l'école, donc entre le préscolaire et le scolaire.
Et cette recherche donc, est financée par le Fonds national, que nous profitons de remercier pour son soutien. Elle s'appuie sur un modèle qui est un modèle théorique qui s'appelle ETAP, qui a été validé notamment au Québec. Et cette recherche a pour objectif d'établir un portrait qui va croiser les expériences et les points de vue des différentes personnes qui sont engagées autour de la transition. Donc les parents, les professionnels et les enfants eux-mêmes, même s'ils n'ont que 4 ans, 4-5 ans. Et tout ça en vue de créer des outils qui soient bien sûr de la meilleure qualité possible, mais qui répondent aux enjeux qui sont soulevés par les différents participants pour favoriser hein, cette transition vers l'école avec des activités en amont et en aval de l'école. Alors, cette recherche procède par le déploiement de 2 études en fait qui sont successives. La première, c'est une recherche descriptive avec les volets donc des différentes personnes qui sont concernées. Et c'est de celle-là dont on va vous parler aujourd'hui avec 2 exemples où nous avons utilisé les méthodes créatives. Et c'est quasiment terminé. Et puis la deuxième étude qui est en cours, c'est celle d'une recherche-action qui vise à réutiliser tous ces éléments-là pour un changement dans l'action sur le terrain avec différentes équipes qui vont travailler avec nous. Donc, je laisse la parole à Floriane pour la suite, l'exemple 1. Donc, le premier exemple va porter sur l'approche mosaïque avec les jeunes enfants. Afin de bien comprendre ce qu'est l'approche mosaïque, je vais apporter quelques éléments théoriques sur cette approche et puis je contextualiserai un petit peu plus tard la recherche. Donc, l'approche mosaïque, c'est une approche qui a été mise en place au début des années 2000 par Alison Clark et Peter Moos. Et elle se base vraiment sur 6 composantes centrales. C'est une approche participative où les enfants sont considérés comme experts de leur vie. Elle est réflexive, donc elle prend en compte non seulement la réflexion des enfants, mais aussi des adultes qui gravitent autour des enfants, donc des professionnels de l'éducation ou des parents. C'est une approche qui est adaptable, donc qui doit être utilisée dans différents contextes et pas spécifique à un environnement. C'est aussi une approche qui se base sur l'expérience des enfants, sur leur vécu, et non pas sur leur connaissance d'un élément ou sur leur connaissance de l'école, par exemple dans le cas de notre recherche. C'est aussi une approche qui s'intègre à la pratique. Donc le but étant vraiment que les professionnels du terrain l'utilisent comme un outil, sans l'aide de chercheurs ou de chercheuses. Et puis c'est une approche multiméthode qui reconnaît les différentes voix des enfants. Et c'est cet élément qui va être explicité un petit peu plus tard. Donc, cette approche, elle tient son nom de la mosaïque, donc de la réunion de différentes pièces mises ensemble pour créer une image globale du monde des enfants, à la fois de leur monde individuel, mais aussi collectif. Et cette approche, elle peut combiner différentes méthodes de recherche, tant traditionnelles avec l'observation ou des entretiens, mais aussi plus participatives avec d'autres outils, comme la prise de photos ou le dessin. Cette approche, elle se co-construit en 2 étapes. La première étape consiste vraiment en une création des données. Et l'étape 2, donc c'est l'élément de mosaïque, consiste à rassembler toutes les données créées et en dire quelque chose ou en faire quelque chose. Cette approche, elle est aussi liée avec la pédagogie de l'écoute de Rinaldi, qui met en évidence 3 types d'écoute. L'écoute interne, où il y a vraiment une volonté de l'adulte ou du chercheur de comprendre ce que ça veut dire d'être un enfant dans cet environnement à ce moment précis. Une écoute multiple, où on prend en compte et on donne la parole à plusieurs personnes à propos des créations des enfants. Donc ça nécessite du temps et de s'écouter les uns les autres, ainsi qu'une écoute visible qui consiste à construire des traces durant les discussions, en amont ou en aval, afin de documenter et rendre visibles ces discussions. Donc c'est un processus réflexif en lui-même. Voilà quelques éléments sur l'approche mosaïque qu'on a utilisée dans le cadre de notre recherche. C'est une recherche, donc, comme on l'a expliqué, qui porte sur l'entrée à l'école des enfants identifiés comme ayant des besoins éducatifs particuliers. Donc, elle a eu lieu à Genève et dans le canton de Vaud, donc 2 parties francophones de la Suisse. C'est une recherche qualitative longitudinale. Donc, on a vu les enfants 4 fois avant l'entrée à l'école et 4 fois lorsqu'ils étaient à l'école. Et voici un petit peu le matériel employé, donc les outils qu'on a utilisés comme des morceaux de mosaïque. Vous voyez, je ne sais pas si on voit très bien, mais la valise de recherche qui comprend les différents outils de collecte de données. Donc, dans cette valise,
il y a une marionnette qui symbolise l'animal préféré de l'enfant. Donc, on s'est assuré en amont de connaître quel était l'animal préféré de l'enfant. Et c'est vraiment un média qui va revenir durant toutes les rencontres euh, pour accompagner l'enfant et faciliter la discussion avec lui. Il y a aussi un micro dans cette valise qui permet aux enfants de raconter, de chanter, de commenter leur expérience dans leur milieu. Il y a aussi un appareil photo qui permet de prendre en photo ce qui est important pour les enfants dans leur milieu préscolaire ou à l'école, prendre en photo ce qu'ils apprécient, les personnes avec qui ils jouent, etc. Et il y a aussi différents matériaux, des feutres, des crayons, de la colle, des ciseaux, des autocollants qui encouragent les enfants à dessiner ou à créer à partir de ce matériel. Quelques éléments sur l'organisation et l'explication des rencontres. Donc, comme je vous l'ai dit, on a vu les enfants 4 fois avant leur entrée à l'école et 4 fois une fois qu'ils étaient à l'école. Donc, les rencontres au préscolaire et à l'école ont la même structure. La première rencontre consiste à une observation de l'enfant dans son environnement, une familiarisation entre l'enfant et la chercheuse pour créer un premier contact et que l'enfant se sente à l'aise avec la chercheuse. La deuxième rencontre permet l'arrivée de la marionnette dans le milieu de l'enfant, où on demande à l'enfant ce qu'il voudrait raconter, ce qu'il voudrait dessiner pour la marionnette, pour lui raconter ce qu'il fait dans le préscolaire ou à l'école. La troisième rencontre, la marionnette est toujours présente et cette fois, l'enfant peut faire une visite guidée de son milieu en prenant des photos de ce qui est important pour lui. Donc ces 3 premières rencontres, si on repense à l'approche mosaïque, constituent l'étape 1, donc l'étape de collecte des données. Et la 4e rencontre, c'est la création d'un petit livre de transition avec toutes les œuvres, donc les dessins, les bricolages, mais aussi les photos imprimées des enfants. Donc la création d'un livre de transition où l'enfant choisit ce qu'il a envie de mettre en évidence. Et puis, ces mêmes rencontres ont eu lieu lors de l'entrée à l'école. Et cette fois, lors de l'étape 4, le petit livre a été rajouté, enfin des éléments ont été rajoutés dans le petit livre. Donc, cette recherche se base sur les arts, est multiméthode et transformative pour les enfants. Elle met aussi en évidence les 4 intérêts des méthodes de recherche créative. Donc, le participant est considéré en tant qu'expert. Il y a une favorisation de son implication et de sa participation. Les différents points de vue de l'enfant sont écoutés. Et puis, les méthodes employées permettent aussi une construction des connaissances sans forcément passer par le langage ou par la forme linguistique. Et cette méthode entraîne des enjeux en termes de production des données qui seront discutés après. Donc, voici quelques illustrations de la multiméthode employée dans cette recherche. Donc, le dessin a été une des méthodes. Donc là, vous voyez le dessin d'un participant qui a dessiné en plusieurs étapes sa marionnette, donc Dino, qui est un dinosaure et qui est son centre d'intérêt, son animal préféré. Donc, une expression visuelle de ce qu'il apprécie, ce qu'il aime. On a aussi utilisé le dialogue, donc notamment en lien avec l'environnement. Donc, les enfants avaient un petit micro dans cette valise et ont, par exemple, décrit leurs activités au quotidien. Donc, voici un exemple. On va regarder. Bonjour. Bonjour Léo. T'es gentil? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On dessine. C'est quoi d'autre? On joue? Bonjour. Et on joue avec les dinosaures. Là, on appuie là. Ouais, tu peux l'appuyer là. Donc voilà un petit exemple de description des activités faites par l'enfant dans son environnement. Et un peu plus bas dans la slide, on a aussi une retranscription d'un échange entre la chercheuse et l'enfant. Vous aurez accès au PowerPoint, donc vous pourrez regarder un petit peu cet échange. Mais donc un dialogue entre l'enfant et la chercheuse sur ses centres d'intérêt, donc notamment son livre préféré. On a aussi utilisé la prise de photos par les enfants, donc ce qui a permis un déplacement dans l'espace. Les enfants ont pu se déplacer et aller prendre en photo ce qui était important pour eux. Donc par exemple, on voit qu'un enfant a pris en photo l'extérieur, ce
qu'il aime jouer dehors. Il a pris en photo son garage à petite voiture parce qu'il joue tous les matins avec ce jouet. On ne voit pas très bien, mais il a aussi pris en photo un bol et une machine à toast, donc pour indiquer qu'il joue à la dinette. Il a pris en photo la boîte de l'appareil photo parce qu'il aime prendre des photos. Et puis, il a pris en photo la boîte à déguisement parce qu'il apprécie vraiment se déguiser. Donc, voilà une autre méthode employée, la prise de photos. Et puis là, on vous a mis un exemple du livre de l'enfant. On a la page de garde et puis on a la création de l'enfant avec ces multiméthodes. Donc, la prise de photos, le dessin et puis l'explication aussi verbale. Donc, pour reprendre les différents éléments, nous avons vraiment voulu illustrer quel type de production de données ont été mises en œuvre dans le cadre de cette recherche et comment ils ont permis de soutenir les implications multiples des enfants et de les considérer comme des experts de leur expérience, de leur vécu dans leur milieu. C'est grâce à des formes d'expression non linguistiques, donc la photo, le dessin, qu'il nous a été possible de prendre en compte les différents points de vue des enfants et leurs perspectives multiples. Les matériaux proposés aux enfants étaient multiples, en lien avec différents sens, donc le micro, la prise de photo, et au choix des enfants. Donc, ce qui a permis aussi aux enfants d'investir les différents espaces comme ils souhaitaient pour montrer ce qui faisait du sens pour eux, ce qui était apprécié par chacun et chacune. Donc, ils avaient aussi du temps à disposition pour construire au fur et à mesure le sens de leur expérience, tout en ayant des rencontres et des séquences structurées et diverses rencontres durant ces 6 mois. Ils pouvaient aussi raconter et mettre en dialogue aussi bien les créations en train d'être faites que celles choisies pour créer leur livre de transition. Maintenant, ce sera Lisa et moi qui vont développer le deuxième exemple de focus group créative avec les professionnels. Nous avons donc développé 2 principaux focus group dans chaque canton, Genève, Jura et Vaud. Le premier focus group était composé d'un petit groupe de participants, pédagogues de la petite enfance, spécialistes, enseignants, direction d'école ou de crèche et de garderie, homogène en termes de profession. Tandis que le second focus group était plus grand et composé de professionnels mixtes afin de promouvoir le principe d'interaction, non seulement entre des professionnels partageant les mêmes idées, mais aussi entre des personnes ayant des expériences professionnelles différentes. Ces focus group créatifs ont été animés par 2 chercheurs, une était facilitatrice et l'autre était là en tant que soutien. Au final, 17 focus group ont été menés et nous avons recueilli la parole de 79 professionnels. Nous avons développé une séquence spécifique de focus group créatifs pour promouvoir une participation significative. Le premier focus group créatif visait à comprendre à quoi ressemblait une transition scolaire réussie en petits groupes de professionnels. Puis ces créations ont été présentées à tous les groupes. Le deuxième focus group créatif, composé donc de 2 grands groupes de professionnels mixtes, ont réfléchi à la création d'idées d'une transition scolaire idéale. Tout au long de cette séquence, les participants ont eu accès à une variété de matériel artistique, notamment du papier, des couleurs, des feutres, des ciseaux, de la colle, de la peinture, du scotch, des autocollants, du fil, des bâtonnets de glace et des post-it de différentes couleurs. Le processus du focus group a été très intéressant. Nous avons choisi d'utiliser la métaphore d'un voyage pour rendre ces focus group créatifs accessibles et amusants. Une revue de littérature sur l'utilisation des métaphores nous a démontré l'utilité de cette approche. Nous avons ainsi développé un voyage imaginaire pour mettre en évidence les différentes dimensions de la transition scolaire que nous voulions explorer avec les participants. De plus, pour rendre cette métaphore concrète, nous nous sommes appuyés sur des pictogrammes ou des images correspondant aux différentes dimensions de la transition scolaire. La métaphore et l'histoire d'un voyage nous ont aidés à mettre en évidence les 5 dimensions de la transition scolaire. Celles-ci concernaient les personnes impliquées, les préparations entreprises, les processus utilisés, les expériences et les émotions rencontrées, ainsi que les ressources pour faire de la transition scolaire une réussite. Cet outil visuel a été fourni à chaque groupe de professionnels avant le début des focus group créatifs sous forme d'imprimés plastifiés.
Dans cet exemple sur les focus groupes créatifs avec les professionnels, nous voyons que nous mobilisons les méthodes basées sur les arts, multimodales et transformatifs. Tous les intérêts de méthodes de recherche créative sont réunis. Participants, en tant qu'experts, favoriser l'implication, l'écoute des multiples points de vue, mais aussi les formes non linguistiques de construction des connaissances. Dans cet exemple, en termes d'enjeux, nous nous concentrons sur l'analyse des données. Voici un aperçu des différentes créations réalisées par nos participants lors des focus group créatives. Comme vous pouvez le constater, les créations n'étaient pas de simples créations en 2D, mais incluaient également des dimensions 3D et sensorielles. Nous avons commencé à réfléchir à un certain nombre de questions, comme comment archiver ces créations, comment les analyser en tenant compte de leurs aspects sensoriels, et comment rendre l'analyse robuste et aussi accessible. Nous avons utilisé une méthode adaptée en 4 étapes. La première consistait à décrire les créations ainsi que les matériaux utilisés. La deuxième étape a consisté à se familiariser avec les présentations des participants sur les créations et leurs discussions à l'aide de transcriptions. Nous avons ensuite codé la description et les transcriptions pour créer des catégories du processus de transition. Enfin, sur la base des codes et des catégories, nous avons élaboré des récits analytiques pour chaque création. Les récits, en fait, devaient intégrer tous les aspects du processus de transition que la création représente, tout en étant accessibles et faciles à comprendre pour ceux qui ne sont pas familiers avec la recherche ou le monde académique. Sur le côté gauche de cette diapositive, on trouve l'image de la création réalisée par un groupe de spécialistes à Genève. Sur le côté droit de la diapositive, on trouve un échantillon de la description que nous avons élaborée. Nous avons intégré en fait une liste des matériaux utilisés pour réaliser cette création, ainsi qu'une description factuelle des différents éléments qui la composent en précisant l'emplacement des éléments et les textes écrits dans le cadre de cette création. Plus bas, nous avons souligné une section de la description qui correspond à l'interprétation de la chercheure sur la description physique de la création. Et donc, il y a 2 niveaux d'analyse intégrés dans cette description. Une fois la description de la création était préparée, nous avons en fait examiné le discours des participants sur celle-ci. Cela impliquait de nous familiariser avec les transcriptions qui comprenaient non seulement les présentations des participants sur leur création, mais aussi les discussions qu'ils ont eues lors du processus de création. Cela nous a permis d'ajouter une nouvelle dimension à notre processus d'analyse en veillant à ne pas surinterpréter, mais à prendre en compte les voix des participants eux-mêmes. Une fois familiarisés avec les transcriptions, nous avons procédé au codage et à la génération de catégories représentant le processus de transition. Au total, nous avons créé 8 catégories sous lesquelles nous avons pu organiser tous les codes. Ces 8 catégories incluaient le type de processus de transition, les acteurs principaux, la notion de temporalité, les moments clés, les facteurs déterminants, les émotions et expériences exprimées, les outils et ressources utilisées, ainsi que la notion d'inconnu ou d'incertitude aussi. Nous avons ensuite organisé ces catégories et codes sous forme de tableau que vous voyez, avec une première colonne à gauche comprenant les catégories et leurs codes correspondants. La colonne suivante contenait les aspects descriptifs de la création liés à chaque catégorie. Et nous avons également inclus les citations des participants et nos propres interprétations en tant que chercheurs pour chaque catégorie. Nous avons collaboré tout au long du processus d'analyse en discutant régulièrement et en vérifiant nos avancées mutuelles. Ce processus nous a permis d'adopter une approche réflexive d'analyse pour guider notre travail. Finalement, nous avons élaboré des récits analytiques pour chaque création. Et voici un exemple où nous avons écrit que cette création particulière réalisée par les participants représente la transition scolaire comme un processus complexe,
telle une phase circulaire spirale comparable à une coquille d'escargot. Et de cette manière, ces récits analytiques associés aux représentations visuelles des créations sont devenus pour nous un outil permettant de réengager les participants et de mobiliser un savoir co-construit. Nous avons donc regroupé toutes les créations pour donner une vue d'ensemble du processus de transition. Et certaines créations représentent un processus circulaire, tandis que d'autres représentent des processus sinueux, linéaires et en mosaïque. Et cela a permis de montrer que la transition peut être perçue et vécue différemment. Voici deux exemples d'un processus circulaire, un processus sinueux, processus linéaire et un processus mosaïque. Nous avons donc construit un récit analytique réalisé sur la base des visuels et des verbatims et nous en avons fait deux versions à soumettre aux participants des focus group pour les améliorer. La première version du récit était plus longue et comportait des listes, tandis que la seconde était plus courte et s'apparentait à une histoire. Pour conclure, l'exemple des focus group créatives avec des professionnels de l'éducation de la petite enfance a permis de répondre à la question comment l'analyse multimodale des données peut-elle être un processus rigoureux pour mettre en évidence les aspects physiques, visuels et textuels, tout en archivant les créations des participants et en garantissant une représentation fidèle de leur production de sens. Et cela démontre la triple enjeu de la multimodalité, de l'archivage et de la représentation. La nature des données produites par les méthodes créatives peut être multimodale. Et à cet égard, notre analyse en 4 étapes est à la fois rigoureuse et permet une compréhension plus approfondie. Elle soulève également la possibilité de conserver les productions créatives et de les utiliser comme des ressources visuelles. Enfin, cela conduit à la question de la représentation des interprétations de manière qui reflète les voix des participants d'une manière éthique et fidèle, ce qui peut être réalisé grâce à des vérifications et à une réflexion commune qu'on fait avec les participants. Merci. Peut-être pour dire juste quelques mots avant qu'on puisse répondre à vos questions et discuter, on voulait, pour avoir quelques points de conclusion, souligner en tout cas ces 3 forces qu'on voit ici dans l'usage que nous utilisons de ces approches créatives. L'idée de promouvoir une participation significative qui correspond vraiment au sens que les gens mettent à la participation, mais éthique aussi, c'est-à-dire avec cette question du choix et des ajustements que cela demande à faire. Avec cette envie de créer des portraits qui soient holistiques, empathiques et qui respectent les envies et les perspectives aussi bien des plus jeunes que des plus âgés, on va dire adultes en tout cas pour nous, avec cette idée que les représentations visuelles dans les résultats sont encore présentes à toutes les phases, mais aussi pour l'analyse, et elles reviennent dans un engagement auprès des participants aux différentes étapes. Ça induit tout un tas d'enjeux sur la complexité et la manière de garder cette complexité qui est dans le processus lui-même, dans ce travail collaboratif. Ça nous force véritablement à un esprit de réflexivité critique pour s'assurer de ce que l'on fait à chaque étape et de comment c'est rendu à la communauté avec qui l'on travaille. La question du stockage des données, de leur création et comment les mobiliser est un enjeu qui n'est pas forcément complètement stabilisé pour nous. Mais nous avons des options pour des scans en 3 dimensions. On est en train de chercher par rapport à ces éléments-là. La grande question que l'on se pose, c'est celle de la possibilité de créer et de multiplier des espaces créatifs dans des structures, des environnements scolaires, des environnements professionnels qui sont par nature assez structurés. Donc, c'est cette ambivalence par rapport à ça. Au final, on a vraiment eu 3 questions qui nous ont habités et qui continuent à nous habiter. Comment reconnaître et affronter divers dilemmes éthiques que l'on rencontre à toutes les phases du processus de recherche? Dans quelle mesure le matériau qui est fourni aux participants et utilisé par eux facilite le processus d'élaboration du sens? Est-ce qu'il en faut d'autres? Est-ce que c'est suffisant? Comment s'en assurer?
Et troisièmement, dans quelle mesure finalement les ressources et tous les outils qui sont co-créés avec les participants sont pertinents pour eux, utilisés pour eux en tant que participants, mais aussi pour tous les autres acteurs de l'éducation qui n'ont pas généré eux-mêmes ces éléments. Donc voilà, nous vous remercions pour votre attention. Vous avez dans le document une bibliographie à laquelle vous pourrez vous référer. Et puis, nous tenons encore à remercier donc, le Fonds national pour son soutien et nous permettre de mettre en œuvre cette recherche. Et merci aux participantes et aux participants, enfants, adultes, qui ont travaillé avec nous et qui continuent à élaborer tous ces éléments avec nous au fur et à mesure des années. Merci. Vraiment un grand merci à vous. Ça fait tellement plaisir de voir qu'une rencontre fortuite en Finlande avec Lisa Lefebvre a pu donner lieu à cette conférence qui est si intéressante, si riche et vraiment inspirante. Je voudrais vraiment vous remercier parce que vous avez pris la peine de vraiment avoir une préoccupation pour démontrer comment est-ce que vous faisiez vos applications concrètes de ces méthodes créatives. Et c'est pour ça que ça permet d'inspirer des actions à venir pour collecter des données et aussi pour les analyser. Et en fait, c'était... je vais me permettre une première question. C'est notamment, vous l'avez abordé, et je m'excuse, c'est une question qui est un peu fermée. Est-ce que dans vos présentations, vous avez utilisé énormément des matériaux bruts et créatifs avec la création des enfants ou des professionnels? De par votre expérience, vous avez aussi combiné avec la voix des participants, leur récit. Est-ce pour vous une étape qui est nécessaire si on veut réellement réussir à saisir le sens de la création initiale, ou est-ce que la création initiale est par elle-même déjà porteuse de sens qui est utilisable par le chercheur? Je commence? Ouais. Alors, bien évidemment, la création que font les personnes, elle a du sens pour ces gens-là, bien évidemment, et elle est porteuse d'un sens pour les personnes qui l'ont créée. Ce qui est plus complexe, c'est de s'assurer du sens que les personnes y attribuent. Et le fait que les personnes créent dans une atmosphère sécurisante, elles parlent de ce qu'elles sont en train de faire. Et c'est aussi en parlant de ce qu'on est en train de faire qu'émerge le sens. Donc, en fait, il y a tous ces éléments qui sont mis présents, d'où le fait d'enregistrer les conversations pendant que l'on crée. Mais pour nous, il a vraiment été nécessaire d'être très attentif au sens que les gens portaient sur ces créations, tout autant que de pouvoir les décrire en tant qu'objet porteur d'un sens lui-même. Mais c'est le croisement de ces deux éléments qui permet d'avoir une vue plus holistique de ce qui est en train de se jouer et de ce qui se passe. Et d'où toutes les difficultés de superposition de ces différents éléments. Mais je pense que ça serait, enfin, dans la plupart de ce qu'on lit ou de ce que l'on fait nous-mêmes, juste récupérer une création ne permet pas d'avoir la complétude du sens qui a été là, puisque c'est un élément final. Or, dans le processus, la création est un processus en tant que tel. Donc, il y a tout ce qui se fait, tous les choix qui ont été imaginés et puis aboutis ou non aboutis, qui ont autant de sens que l'objet visuel que l'on a face à soi, parce qu'on est dans un processus et non pas juste dans un résultat. Or, ce que l'on voit, c'est un résultat. Donc, récupérer uniquement des créations, c'est récupérer un résultat, mais qui manque, duquel manque tout ce processus qui est en jeu. Le fait de le faire même avec les enfants et avec nous, en tant que chercheurs, c'est là que le sens se crée. Lorsque les enfants nous racontent, nous parlent, aussi bien que les adultes qui ont parlé entre eux pour identifier ce qui était en train d'être joué et les choix qu'ils faisaient. Merci beaucoup. Je vais me permettre de poser une autre question d'une ou d'un participant. Pensez-vous que ces méthodes peuvent être utilisées avec les enfants ayant des besoins spéciaux, des besoins particuliers? Et si oui, quelles seraient les précautions à prendre ou les conseils que vous donneriez? Tu veux commencer? Donc, cette recherche a été faite avec des enfants identifiés par les professionnels du préscolaire comme ayant des besoins éducatifs particuliers. Et je pense que la précaution, c'est proposer en tout cas une multitude de méthodes pour être le plus inclusif possible, sans forcément, comme on l'a vu, passer par le langage, qui est d'autres possibilités.
Et puis, une considération éthique qui revient à chaque étape de la recherche en prenant en compte l'assentiment de l'enfant, mais ça pour tous les enfants, qu'ils aient des besoins éducatifs particuliers ou pas. Mhm. Peut-être ce qui va changer, c'est les supports visuels qu'on va utiliser avec ces enfants-là pour s'assurer justement de leur assentiment. Donc, on a des panneaux, on ne vous a pas montré, mais dans la valise, il y a des panneaux stop aussi. Il y a le processus qui est déroulé de façon visuelle aussi pour que les enfants se repèrent dans le temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour qu'on puisse anticiper les différentes étapes. Donc, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir un outillage visuel. On avait aussi, et ça c'est un conseil qu'on pourrait donner, avant de rencontrer les enfants, demander aux familles si les enfants utilisaient des moyens alternatifs de communication, par exemple, des habitudes de communication que nous allions nous récupérer et remettre en jeu, puisqu'on rencontrait les enfants pour la première fois, donc on n'avait pas ce vécu. Et puis, c'est ce temps de familiarisation avec des enfants qui n'est pas lié que à ces enfants-là, qui est lié avec tout enfant. Parfois, ça prend du temps avec des enfants et puis parfois, ça ne prend pas de temps. C'est pas prédictible par avance. Oui. Et puis en fait, chaque enfant nous montre comment ils préfèrent de s'exprimer leur point de vue. Donc même si on offre une multitude de moyens, il y a toujours ce choix que l'enfant en fait arrive à faire. Donc on avait aussi des enfants qui s'intéressent pas trop avec la marionnette, mais le micro était un succès, un grand succès, ou les autocollants étaient un grand succès. Donc, on s'adapte aussi selon les préférences des enfants au fur et à mesure du temps et puis le processus. C'est ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'en fait, de ne pas prédéterminer que certains types d'enfants vont utiliser certains types de matériaux. On voit, et c'est souvent ce qu'on a l'impression, quand on parle d'enfants à besoins éducatifs particuliers, on a l'impression qu'il faut absolument aller vers tel type d'outils. Et en fait, en leur laissant le choix, on voit qu'ils nous guident par eux-mêmes et que cela évolue. Le même enfant qu'on a vu au préscolaire adorer, par exemple, le micro et voulait plus rien avoir à faire avec le micro la fois d'après. Ou quand il est arrivé à l'école. Donc, en fait, c'est vraiment cette idée de la multiplicité pour être plus proche de leur possibilité de participer. Merci beaucoup. Puis je dois vous dire que dans les commentaires, il y a beaucoup de remerciements, de félicitations, des commentaires qui disent très intéressant. Et un dernier commentaire qui vraiment dit « Votre présentation m'a ouvert les yeux vers un nouvel horizon tellement inspirant de la recherche. » Et je pense que c'était le but de cette conférence. Donc, votre but est atteint. Un énorme merci. Je vois pas d'autres questions, pas d'autres commentaires. Je pense que l'attrait de votre sujet, de cette méthode, de ces méthodes créatives a suscité un intérêt, notamment avec le nombre de participants présents. Donc, un gros merci. Puis je vous dirai, j'espère, à très bientôt. Je pense on est assez à l'aise si quelqu'un avait envie de nous écrire. Vous trouverez nos coordonnées sur le document qui va être joint. On est toujours ravis de pouvoir partager, de pouvoir discuter. Il y a aussi de fabuleux colloques qui existent pour les personnes qui ont envie de démarrer une grande littérature, de plus en plus des revues qui viennent d'être lancées sur ces questions-là. Donc, c'est un milieu, une communauté. Aussi, je pense qu'on peut finir cette note-là qui amène beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Ça nous pousse, bien sûr, en tant que chercheurs, à nous décaler et à partir dans des choses qu'on ne peut pas maîtriser au préalable, mais ça nous amène justement à des rencontres et des joies vraiment, vraiment fortes. Donc, pour les participants, qui aussi ont une nouvelle manière de penser ce que peut être la recherche pour eux, et s'en saisir aussi dans leur propre milieu après. Et puis pour nous, en tant que chercheurs, donc nous sommes à l'écoute de toute envie de continuer la discussion. Vraiment un énorme merci. C'était un plaisir. Puis, et merci à tous ceux qui ont écouté. Je peux pas dire tous les commentaires positifs qui sont en train de défiler dans le clavardage. Donc, c'est vraiment une preuve de la réussite de cette conférence. Encore merci. Puis, voilà, à très bientôt au prochain congrès et tout ça. Absolument. Merci. Au revoir tout le monde. Et c'est ceci qui clore le midi conférence du CRIFPE. À la prochaine. Au revoir.